Bonjour, je vous propose ici aujourd'hui d'allumer quelques-uns de nos neurones ensemble et de mettre plein de connexions électriques en réfléchissant tout simplement à quelques précisions sur toutes ces notions de mental, psyché, esprit au sens de la psychologie plus qu'au sens de la religion, et l'ego, la conscience, l'intellect, le moi, le faux self, le soi supérieur de manière très succincte, peut-être juste pour focaliser un petit peu en fin de réflexion ici avec quelques définitions sur ce fameux faux self auquel je réfléchis en faisant surchauffer mes neurones d'ailleurs par rapport au runner, à la libération du runner, à ses peurs, à sa conscientisation, à son fonctionnement dans l'inconscient et par quoi peut passer donc tout ce runner et où on peut l'aider en tant que chaser, comment ça se passe dans la dynamique en miroir, bien sûr, l'un et l'autre manifestant les difficultés de l'un à un moment, heureusement pas en même temps, c'est-à-dire que quand l'un est en train de faire ses modifications, ses changements, l'autre le ressent, mais à ce moment-là est plutôt dans le calme, pour moi en tout cas, et vice-versa, quand le chaser peut encore, lui ou elle aussi, faire certains changements dans sa vie. Voilà comment fonctionne cette dynamique et comment au niveau du réveil du runner, voilà, il est possible de participer et même d'être pleinement acteur, actrice en tant que chaser au réveil du runner. Encore une fois, je vais parler dans une prochaine vidéo donc sur le réveil du runner en tant que chaser, moi de mon côté, en me basant sur ma propre histoire, ma propre dynamique avec mon jumeau dans mon histoire de flamme jumelle. Donc j'ai eu besoin, pour aller un petit peu plus dans le détail, de reprendre certaines définitions de tous ces mots dont on peut parler plus en psychologie. Bien sûr, on peut en entendre parler dans un décryptage de cette dynamique relationnelle de flamme jumelle en psychologie. Redonner un peu de définition derrière ces termes, afin d'être en accord, d'être en harmonie entre nous sur ce que j'entends moi quand je parle de mental, de psyché, d'esprit, de conscience, d'ego, d'intellect, d'intelligence. Certaines et certains font la différence entre intellect et intelligence, pas d'autres. Voilà, qu'on soit un petit peu calé sur des définitions où l'on se comprend, où c'est à peu près harmonisé, sachant toujours que pour moi, cette lecture au niveau psychologique ne peut se faire seule pour la compréhension de la relation flamme jumelle et du dénouement, dans le sens défaire les nœuds de cette relation de flamme jumelle pour arriver à la réunion qui est non pas le but, la finalité, mais naturellement une logique dans cette mise en présence des deux jumeaux incarnés sur Terre, bien sûr. Il ne me semble pas logique, naturelle, que cette relation ne soit qu'une relation à distance pour toute la vie et pour l'éternité, pour ces deux jumeaux mis en présence, bien sûr. Ça ne se fera que quand les nœuds seront dénoués, que quand chacun aura réussi à faire toutes ces mises à jour, toutes ces prises de conscience et à tous les niveaux. Donc encore une fois, la relation flamme jumelle pour moi se vise et se comprend sur 3 niveaux, 3 plans. Le spirituel avant tout, le psychologique pour décrypter le fonctionnement à un niveau psychologique et émotionnel des deux jumeaux sur Terre, dans l'incarnation bien sûr, et surtout ne pas l'oublier, donc le niveau physique, le plan physique avec son pendant énergétique vibratoire, puisque nous sommes dans un univers où tout est énergie et tout est vibration, y compris sur Terre, y compris avec nos corps de matière. Pour commencer, donc, une définition toute simple, celle du mental. La définition est donc qui appartient au mécanisme de l'esprit ou encore tout ce qui est relatif aux fonctions intellectuelles ou psychiques. Là, ça va encore à peu près, ça reste simple. Ce mental si important pour moi, effectivement, pour penser, analyser, apprendre, comprendre, décider, faire fonctionner la loi d'attraction d'ailleurs, communiquer et créer nos vies,
créer notre futur, même si il y a une certaine destinée, en tout cas moi je le pense, on peut modifier la façon dont une destinée ou une mission d'âme d'ailleurs va pouvoir se manifester dans sa vie présente sur Terre. Et encore créer tout ce que l'on peut créer sur Terre, de tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui peut servir l'humanité, créer sa vie, rêver et créer sa vie. Grâce à ce mental, effectivement, c'est bien à cela qu'il sert. Chacune des parties de la psyché et des dimensions de l'être, être humain sur Terre, bien sûr, a son bien fondé, sa fonction utile, comme le mental l'est pour toutes ces opérations, donc penser, analyser, apprendre, comprendre, décider, communiquer, rêver, ça fait partie aussi de la sphère du mental, bien sûr. Finalement, pour reprendre tout de suite la définition de la psyché, ou pour une définition en collant plus au dictionnaire, nous pouvons l'entendre sous cette expression, donc ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité d'un individu, par opposition toujours au corps physique que l'on appelle aussi soma, d'où une terminologie donc quand on parle de somatisation, c'est-à-dire d'avoir engrammé des émotions dans le corps. Donc ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité d'un individu pour la psyché. Donc pour moi, le mental fait partie de la psyché. Est-ce que le mental, ça n'est que la conscience? Il me semble que oui. D'où l'expression d'ailleurs conscience mentale, parce que des consciences, il y en a plusieurs. Il y a aussi la conscience supérieure. En dynamique de relation flamme jumelle, on parle aussi des consciences corporelles, conscience émotionnelle, conscience intellectuelle et conscience spirituelle. On reviendrait là à la conscience supérieure. Donc pour moi, la psyché, c'est un ensemble encore plus grand, plus vaste que le mental, dans laquelle cette psyché, le mental est compris, mais qui là fait référence à toutes les manifestations de la personnalité d'un individu, à la fois consciente et inconsciente. Le mental, ce serait donc la partie consciente ou conscience mentale. Dans cette psyché et ce mental, on parle donc aussi d'intellect, qui est la faculté d'engendrer ou d'utiliser des idées générales, de penser des concepts, de penser par concept. Alors il est souvent confondu cet intellect, on parle indépendamment, de manière confondue d'intellect et d'intelligence le plus souvent, et puis à d'autres moments vous verrez en psychologie, en philosophie, en discussion sur le bien-être au niveau mental donc, certaines et certains qui font la différence entre l'intelligence et l'intellect, avec toujours l'exemple, ça n'est pas parce que quelqu'un a fait beaucoup d'études et est très intellectuel qu'il a aussi une intelligence très développée. Peut-être que intelligence à ce moment-là ferait référence à intelligence émotionnelle. On n'en parlera pas ici, ce serait un petit peu plus long que de détailler. Mais je ferai aussi, moi, la différence entre intellect et intelligence, bien que la définition d'intelligence, si l'on la redonne aussi par rapport au dictionnaire, a quasiment la même définition que l'intellect, tout simplement. Voilà donc pour psyché, mental, intellect, intelligence, sachant que l'esprit, dans sa définition au niveau du dictionnaire, alors esprit au sens psychologie bien sûr, se définit par ensemble des facultés intellectuelles, tout simplement. Avec l'exemple par exemple de l'expression avoir de l'esprit, c'est avoir de la créativité, de l'imagination. Donc esprit et mental sont ici confondus, font partie de la psyché avec la partie intellectuelle, donc qui est la faculté d'engendrer et d'utiliser des idées générales et de penser par concept. Voilà pour ces définitions plus ou moins simples, mais de bien dissocier justement, puisqu'on en vient à l'ego, le mental et l'ego. Les auteurs qui parlent de psychologie prennent soin et précaution de vous le rappeler. Je trouve que c'est intéressant aussi de bien le rappeler, de bien dissocier. Je ne suis pas, moi,
agrégé de psychologie ou de philosophie ou voilà du domaine, mais c'est vrai que comme en réfléchissant à ce qui va pouvoir libérer la relation flamme jumelle de ces nœuds, on en vient à aussi explorer cette dynamique sous son aspect relationnel, psychologique, systémique d'ailleurs, nous disent plusieurs auteurs en psychologie. Il est important voilà, de savoir ce que l'on met quand on en parle. C'est pour ça que moi je vous dis ce que je mets ici sur ma chaîne YouTube derrière ces mots comme définition. Il est important d'être d'accord sur ce que l'on entend avec tel ou tel mot comme définition derrière. Nous en arrivons donc à l'ego. Ego dissocié du mental, pour moi aussi, bien sûr, je l'ai toujours conçu comme ça, dans la façon dont j'approche cette dynamique relationnelle aussi, avec sa correspondance dans le corps physique. À chaque fois qu'il y a lecture psychologique, j'avance petit à petit pour détailler cette correspondance. Je vais le faire un tout petit peu ici aussi. Donc l'ego, sa définition, c'est sujet pensant en tant qu'unité synthétique, en tant qu'unité synthétisant a priori des représentations ou expériences. Sujet pensant en tant qu'unité synthétisant a priori des représentations ou expériences. Alors, c'est pas la définition la plus simple. En phénoménologie, donc l'étude des phénomènes, l'observation et la description des phénomènes en philosophie, on a aussi cette définition peut-être un peu plus facile de l'ego, donc le moi dans son unicité et son unité. D'où bien souvent on réduit très succinctement, on dit indépendamment l'ego ou le moi, c'est donc pareil, l'ego ou le moi ou encore le je. Voilà des définitions beaucoup plus simples, donc l'ego, le moi ou le je. En définit donc comme étant la représentation que l'on a de soi et la conscience que l'on a de soi-même aussi, cet ego ou ce je ou ce moi. C'est donc trois termes équivalents. Hein. Représentation que l'on a de soi et conscience que l'on a de soi. À savoir que pour Platon, donc, l'ego est un je sans conscience. Il fait cette nuance, il va un petit peu plus loin parce que avoir conscience de soi, est-ce que cet ego a une conscience ou pas? Voilà toute une réflexion philosophique que l'on pourrait avoir sur le sujet. Ici, Platon, lui, dit l'ego est un je sans conscience. Donc, autant en psychologie, cet ego est l'équivalent de la conscience en philosophie, alors qu'en spiritualité, cet ego, c'est une représentation fausse que l'individu se fait de lui-même. Voilà les nuances aussi entre psychologie, philosophie, notamment pour Platon, et la spiritualité, où là, l'ego a un aspect négatif, donc, puisque c'est une fausse représentation que l'individu se fait de lui-même et qui engendre d'ailleurs un empêchement à connaître sa vraie nature à cet individu, donc en philosophie. Donc reprenons. En psychologie, l'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi. Pour Platon, l'ego est un je sans conscience. En psychologie, cette représentation et cette conscience que l'on a de soi, ça vaut aussi donc pour la philosophie qui est l'équivalent de la conscience. Par contre, en spiritualité, l'ego, c'est une fausse représentation de soi. Et ça empêche donc l'épanouissement de l'individu. On pourrait encore même citer la conception transpersonnelle où l'ego se définit par la distinction que l'on en fait d'avec le soi. Le soi qui est aussi appelé, attention, le moi supérieur. Alors le soi, c'est vrai que parfois moi je m'y perds aussi, je dis le soi supérieur. Mais en fait le soi c'est le moi supérieur, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que le moi, je ou l'ego. Voilà, ou en anglais d'ailleurs le self pour l'ego et le higher self pour le soi, le grand, donc au-dessus, le soi ou moi supérieur.
Donc cet ego, selon que l'on prend, on le prend sous des aspects spirituels ou sous des aspects psychologiques et encore philosophiques, ça passe, il a des aspects positifs ou des aspects négatifs. Alors il faut peut-être préciser que cette différence positif-négatif d'un côté serait peut-être tout simplement que l'ego peut être construit ou mal construit ou non construit. Et donc un ego bien construit, bien sûr, eh bien, il y a une bonne représentation de soi en toute autonomie, ça n'empêche pas d'évoluer, ça n'empêche pas la spiritualité. Et un ego mal construit ou complètement faux d'ailleurs, d'où le faux ego, le faux self qui en découle, là bien sûr, négatif, enfermement, empêcher d'être soi-même et bien sûr, évolution vers une spiritualité saine, vers quelque chose de plus grand que soi, que plus grand que ce je, que cet ego, que ce moi. Là, dans cette partie négative, dans cette appréhension négative de l'ego, bien sûr, on voit bien à quel point ce qui est mal construit ne nous sert pas, nous dessert, et ce qui est bien construit, pourtant nous parlons de la même entité, l'ego, nous sert. Un ego bien construit, bien rempli, permet ce qu'appellerait d'ailleurs, j'y reviens à chaque fois, cette expression qui me semble juste et bien confirmée, donc ce que permettrait un ego construit, c'est-à-dire une forte solidité narcissique. Et qui a une forte solidité narcissique avec un ego bien construit, différent du mental, qui lui permet des opérations, des mécanismes, donc pour penser, analyser, apprendre, comprendre et communiquer. Cet ego bien construit, forte solidité narcissique, permet à un individu de bien avancer dans sa vie, de bien établir son relationnel à l'extérieur, parce que l'intérieur est bien construit. D'où l'intérêt pour moi là de dissocier aussi un ego mal construit qui donnerait un faux self, un masque, un faux personnage, d'un ego bien construit qui apporterait une forte solidité narcissique. Voyez les nuances qui sont quand même importantes et qui m'amènent tout doucement, donc c'est ce à quoi je voulais en venir en redonnant ces définitions sur ces termes, au faux self du runner dont on parle si souvent dans la dynamique et la relation flamme jumelle. Alors, ce faux self du runner, c'est bien sûr un ego mal construit. Ce runner, il a besoin, et même si le chaser a un gros travail aussi à faire de son côté, il en a peut-être plus fait en amont avant, ce qui est très bien pour faire avancer la relation, parce que si les deux en étaient au même point, au niveau personnel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, je pense qu'il ne suffirait peut-être pas de toute une vie pour que ce duo puisse enfin se réunir. Le chaser a fait aussi dans certaines épreuves sa nuit noire de l'âme, d'où d'ailleurs l'ego qui a été complètement transformé et non pas détruit, annihilé, et tout en le séparant du mental, deux entités qui se tiennent, qui vont ensemble dans la psyché bien sûr, mais qui n'ont pas la même fonction, pour le rappeler. Donc ces prises de conscience, cette conscientisation du runner, ce qu'il doit faire au long de toute son épuration, tout en prenant de nouvelles décisions, en travaillant à ces changements de vie, il est intéressant pour moi ici d'y regarder de plus près quant à ce faux self, avec la conscientisation de ses peurs, conscientiser aussi ses mécanismes conditionnés, comme tous les êtres humains en ont, mais peut-être lui particulièrement dans ce duo en opposition quant à leurs caractéristiques psychologiques. Pas que tout soit négatif d'un côté et positif de l'autre, c'est que ce qui est négatif d'un côté est positif de l'autre, pour compenser d'ailleurs et pour faire l'équilibre, et vice-versa. Ce qui est négatif chez le deuxième est positif chez le premier. Bien sûr, il y a autant de négatifs et de positifs chez le chaser et chez le runner. Il ne suffirait pas peut-être de 300 ou 400 ou 500 ou 1000 vidéos pour étudier toutes ces oppositions chez l'un et chez l'autre qui font écho et résonance en inversé. Mais c'est vraiment très intéressant de voir comme ils sont, ce runner et ce chaser, ces complets opposés complémentaires, mais fonctionnant donc avec en écho leurs différences en opposé.
En écho d'ailleurs chez le chaser, qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé quand le réveil du runner commence à se faire et doit se faire, et toutes ces prises de conscience, parce que nous savons qu'à chaque fois que le chaser avance, et il est souvent le premier à faire les premiers pas, à la fois pour aller vers l'autre d'ailleurs, et à la fois dans son épuration, sa transformation interne au niveau psychologique, émotionnel, spirituel et corporel, dans toutes ses consciences d'ailleurs. Et s'il a la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, petit à petit, il acquiert les deux autres que le runner a au départ, conscience spirituelle et conscience émotionnelle d'ailleurs, pour au final ce duo partager les 4 consciences, il me semble. Donc qu'est-ce qui peut faire écho aussi chez le chaser? Qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé quand le runner, lui, est pris dans son inconscience, ses peurs, ses mécanismes conditionnés et son faux self? Il est bon dans son duo, et chaque duo aura ses spécificités d'ailleurs là-dessus, de regarder ce qui n'a pas encore été travaillé chez le chaser, bien sûr, puisque sinon, si tout avait été travaillé chez le chaser, la réunion aurait déjà eu lieu pour moi, le runner n'aurait plus de travail non plus à faire, ou on serait en fin de travail quasi en réunion. Mais ça avance, bien sûr, de mon côté aussi, le travail est intense. Depuis le 30 décembre, j'ai des confirmations visuelles au quotidien, et bien sûr en pensée, voilà, les messages arrivent de manière claire aussi, les manifestations physiques, les messages codés corporels au niveau du langage du corps sont toujours intéressants aussi à décoder quand on peut, voilà, avoir des confirmations comme ça en se confrontant même de loin, même s'il n'y a pas échange verbaux entre les deux jumeaux. Il est bon d'avoir cet affichage, même à décoder dans le langage non verbal chez l'autre, pour voir où en est l'avancement de ce duo. Quand il n'y a pas de proximité physique et d'échange, même de mise en présence, même de loin, bien sûr, on ne peut fonctionner qu'avec les messages que l'on reçoit au niveau de la psyché, au niveau donc télépathique, au niveau des pensées, bien sûr. C'est que le travail doit être fait comme ça. Pour moi, il n'y a rien de mieux, ou d'être injuste, d'être triste, de ne pas être à côté de l'autre. C'est que ce long chemin initiatique, pour en reparler encore, doit être fait de cette façon-là. Donc au niveau de son intériorité, le runner, pour y revenir, qui n'a pas été construite au départ, peut-être que cela fait écho, cette intériorité défaillante, à ce qui n'a pas été construit au niveau de son extériorité pour le chaser, et notamment au niveau social et professionnel. Je voulais le signaler ici en parenthèse. Alors, ce fameux faux self, sur lequel je reviendrai encore dans au moins une autre vidéo, et notamment avec ce personnage construit qui ne s'aime pas bien souvent et qui a peur d'être aimé et qui a peur de l'amour, donc faux self et peur d'aimer. Je pense que j'intitulerai une prochaine vidéo comme ceci. Ce faux self du runner, c'est donc son ego, son moi non construit qui l'a édifié. Tout ça, c'est synonyme en fait. Faux self, ego ou moi non construit ont été édifiés, et notamment, nous le savons en psychologie, même en dehors de l'étude de la relation flamme jumelle, c'est une connaissance qui est persistante, que vous pouvez retrouver ailleurs. On retrouve cette construction donc, ou cette non-construction de l'ego qui date de l'enfance, donc entre le 0 et 5 ans. Mais pour bien le comprendre, cet ego et ce moi et en regard un faux self et un non-moi, donc un ego mal construit, il est bon aussi de rappeler, de savoir, de se remémorer ce qu'est le soi. Donc le soi se construit avant 5 ans, dans cette période du 0-5 ans, au sein de la sphère familiale, pour le rappeler, avec tout son environnement, et notamment le premier environnement, c'est l'environnement parental, donc les deux parents. Alors s'il n'y en a eu qu'un, déjà l'équilibre sera déjà plus difficile à réaliser, et la construction peut-être ou pas, puisqu'il y a des familles monoparentales où ça se passe quand même plus ou moins bien, et des familles biparentales où c'est très très dysfonctionnel, donc ça n'est pas non plus déterminé d'avance entre le monoparental et le biparental de savoir
quel enfant va s'en sortir le mieux dans la construction du soi avant 5 ans. Donc ce soi construit avant 5 ans au sein de la famille, dans les attentes parentales ou dans le laisser être et le laisser se construire, si je puis le dire comme ça, cet enfant donc à qui l'on va permettre ou pas d'expérimenter, d'éprouver ses émotions, va être crucial. Cette relation donc entre l'enfant et les parents, c'est surtout donc ce qui y est très important au sein de cette relation, c'est la présence parentale, la présence des parents dans un environnement aimant, et bien sûr le fait de laisser la permission donc donnée à l'enfant de pouvoir exprimer ses émotions sans être stoppé dans l'expression de ses émotions, tout en étant aimé tout au long de cette exploration de ses émotions et de cette expérimentation que l'enfant a besoin de faire. Aimer pour ce qu'il est et en toute acceptation en fait. Voilà les mots importants. Donc l'amour des parents, la présence des parents et l'acceptation de l'expérimentation de ses émotions par cet enfant dans sa période 0-5 ans, par l'étape par lesquelles passe tout enfant, et plus ces émotions seront respectées, seront prises sans jugement, sans être stoppées, et plus l'enfant va construire son fameux soi et n'aura pas besoin de se mettre dans un faux self. C'est justement par rapport à ces attitudes parentales qui interdiraient à l'enfant de manifester ses émotions qu'en découle un faux self. Par rapport à toutes ces manifestations, donc l'enfant, dans l'expérimentation de ses émotions, a besoin d'être rassuré quant à son droit à les éprouver, a besoin d'être en confiance et non pas d'être stoppé par là même dans son développement et la construction de sa personnalité et d'accéder donc à sa construction individuelle, la construction de son intériorité, encore pour le dire. Il est intéressant ou malheureux de constater donc que quand un enfant est stoppé dans le droit à exprimer et expérimenter toutes ses émotions, c'est aussi dans le corps que la censure se cristallise. J'ai vraiment envie de le dire comme ça. Et que des blocages s'impriment, se cristallisent, que des nœuds se forment, pour revenir à ma problématique de nœuds à laquelle je regarde de très près pour résoudre nos séparations entre jumeaux. Je suis sûre qu'il y a des clés en correspondance, bien sûr, avec le décryptage psychologique, le décodage au niveau psychologique. Il y a des correspondances donc dans le corps quant à ces nœuds, ces cristallisations qui s'installent déjà dans cette période de l'enfance, surtout 0,5 ans, on pourrait même aller jusque 0,7 ans. Voilà, ça dépend aussi de la personnalité que l'enfant présente d'ailleurs au départ, puisque nous ne naissons pas vierges de personnalité. Et d'où, dans cette censure au niveau de cette expérimentation ou de cette interdiction d'expérimenter ses émotions, cette censure va se cristalliser dans le corps. Il y aura aussi des refoulements au niveau psychologique, ces fameuses émotions refoulées. Et voilà d'ailleurs aussi que peuvent naître déjà très tôt des symptômes physiques, notamment de manière légère au départ, donc des contractures. Ça peut être aussi des blocages dans les organes, au niveau des poumons, la respiration, au niveau des intestins, la digestion, et voire même, pour un tout petit exemple, une toute petite liste d'exemples encore, les sens, les 5 sens qui peuvent être bloqués dans leur épanouissement, s'épanouir moins bien, et un niveau psychologique, bien sûr, de tous ces blocages, de toutes ces censures venant de l'environnement parental en tout premier lieu, qui n'aura pas permis dans l'acceptation à l'enfant d'exprimer et de vivre ses émotions, qui y aura fait plus ou moins censure. De là va apparaître un faux self. Ce faux self, donc, c'est cet enfant qui va se voir obligé d'être en
correspondance avec ce que ses parents attendent de lui, avec les interdictions, les interdits qu'il lui oppose quand il est en train d'expérimenter tout ce panel d'émotions au long de sa croissance dans son 0,5 ans, 0,7 ans, des parents qui seraient donc en train d'exiger un comportement conforme à ce qu'ils attendent de leur enfant et non pas laisser leur enfant libre de s'exprimer au travers de ses émotions comme lui il a besoin de le faire avec sa personnalité qui par là même est en train de se construire. Ce serait donc un environnement qui empêcherait l'enfant de construire une personnalité qui est propre et qui va lui correspondre. De là, cet enfant arrive dans cette construction d'un faux self, il se crée un faux personnage, en manque d'amour d'ailleurs, puisque ne pas respecter l'enfant dans le fait qu'il ait besoin d'exprimer ses émotions, c'est bien un manque d'amour au niveau de l'environnement parental. D'où un grand vide intérieur aussi qui va en résulter encore pour refaire le tour très succinctement bien sûr, et n'étant pas spécialiste de la question, c'est la synthèse que j'en fais moi ici, d'où la construction donc de ce faux self, le faux self particulièrement donc présent chez le runner. Bien que je pense qu'il y ait un masque chez l'un et chez l'autre, runner comme chaser, mais il se manifeste différemment bien sûr et on l'appelle plus le faux self chez le runner et le masque du contrôlant chez le chaser bien sûr. Ce runner donc qui a peur de la solitude, qui soit ça s'exprime, cette construction du faux self de deux façons, il y a deux formes de faux self, donc ayant peur de la solitude, il a besoin de beaucoup de relations sociales pour exister et pour être aimé, ou alors une forme peut-être moins courante serait celle d'être complètement replié sur lui-même, de s'isoler et d'avoir des difficultés donc à avoir des relations sociales et surtout aussi à vivre un amour stable, une grande difficulté à vivre un amour stable. On voit plutôt la première forme, en tout cas dans nos dynamiques relationnelles le plus souvent, je pense. Le runner part dans cette hyper activité au niveau relation sociale, si j'osais le dire comme ça, pour se fuir lui-même, pour fuir ce vide intérieur, pour être aimé par l'extérieur, être aimable, s'adapter pour être aimable, pour être aimé, puisqu'il ne l'a pas été comme il le fallait quand il était petit. Voilà ce à quoi je réfléchis encore par rapport à ce runner au nœud, à la fois au niveau psychologique, inconscient et corporel d'ailleurs, que le chaser exprime pour moi dans cette dynamique. C'est là que c'est très intéressant. Parce que, pour le dire tout de suite, je vous en touche mot petit à petit au long des vidéos, la libération du runner au niveau psychologique pour moi et émotionnel passe par la libération du chaser au niveau corporel. Il y a correspondance, une fois que ces correspondances sont décodées dans les spécificités du duo, on a une grande partie de la solution, c'est ce à quoi je suis en train d'aboutir. C'est assez énorme pour ne pas être mal orienté non plus. Mais j'en suis vraiment à cette conclusion, à ce constat. J'expérimente, c'est pas mal, je n'ai sûrement pas tout trouvé. Voilà pourquoi j'en reviens à chaque fois à avoir des définitions précises au niveau des termes psychologiques pour une bonne compréhension du décodage au niveau psychologique, pour en faire une bonne correspondance au niveau corporel. C'est un travail de haut vol en même temps qu'une initiation dans le silence, celle du chaser, une intense initiation. Mais le jeu en vaut la chandelle et tout ce que l'on peut apprendre au cours d'un tel parcours est vraiment infiniment d'une richesse infinie. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse regretter. En tout cas, si c'est vécu de manière souffrante, c'est peut-être que l'équivalent de l'avancée par rapport à l'initiation d'un côté, s'il n'y a pas d'équivalent en face, en avancée, qu'il y a quelque chose à revoir et peut-être bien s'assurer encore une fois que nous sommes dans une relation de flamme jumelle, parce que autant cela peut être exigeant, pour moi ça n'est pas un parcours de souffrance, même s'il y a des épurations, encore pour certaines et certains. Épuration veut dire libération, donc derrière c'est difficile en amont pour que derrière ce soit tout bénéfice, pour le dire encore. J'en reviens à ce faux self et à ce runner avec son faux self.
Je suis donc tout à fait d'accord pour dire qu'un ego bien construit est un atout et qu'il n'empêche pas un accès au soi, à la conscience supérieure donc, et que c'est bien ce faux self, un ego mal construit, qui l'empêche donc cet individu, ce runner, d'être libre, d'être lui-même, de s'aimer lui-même. Comment peut-on donc aimer et ne pas avoir peur d'être aimé quand on ne s'aime pas soi-même ? En conclusion, donc, et au final, après avoir revu quelque peu ces définitions, ce runner, il a effectivement du mal à un niveau psychologique, relationnel, émotionnel à s'attacher. Il est dit très souvent dans un amour vrai et à aimer durablement. Et encore une fois, donc, la particularité, la solution est le retour à soi pour lui. Pour les deux d'ailleurs, mais le chaser a déjà aussi avancé là-dessus. Un retour à soi, un retour à redévelopper l'amour de soi, à redevenir intime avec lui-même, ce runner. Il ne faut donc pas confondre l'ego en tant qu'entité à détruire et le faux self, qui serait un ego mal construit, tout simplement. Parfois, voilà, vous entendrez aussi Adeline Gardinier dire un mental dysfonctionnel. Je préfère dire un ego bien construit ou un ego mal construit qui donne un faux self pour être dans la précision. Et bien sûr, la solution, la prise de conscience, bien que le runner fonctionnant dans l'inconscient, ça peut durer un temps. Pendant combien de temps il va rester dans l'inconscient? Pendant combien de temps, au bout de combien de temps il arrive à conscientiser? Encore une fois, à chaque fois, ma réponse, c'est le travail du chaser fait l'avancement du runner et le runner va démarrer et ça va aider le chaser à progresser. Une fois que c'est enclenché, la dynamique se construit d'égal à égal dans les avancements d'un côté et de l'autre. Et la dynamique, elle est enclenchée au moment de la reconnaissance pour moi. Donc, dès qu'il y a eu reconnaissance, il y a travail commun d'un côté et de l'autre et à autant de pourcents d'un côté comme de l'autre. Voilà. Dans ce duo de flammes jumelles, donc chacun à leur façon, le runner et le chaser ont besoin de retravailler sur un ego mieux construit, la libération du faux self, surtout pour le runner, la libération du masque de contrôlant, mais qui a déjà bien avancé avant la reconnaissance, avant la rencontre pour moi chez le chaser, avec peut-être une façade aussi, un masque social, pour préserver aussi sa personnalité à ce chaser. Des épreuves lui ont déjà permis de travailler sur ce masque de contrôlant et sur son ego, où il avait besoin d'apparaître comme parfait, comme invulnérable, de se protéger encore une fois dans ce masque de contrôlant, et le travail a déjà été bien commencé chez le chaser en général, selon l'âge aussi de chacun des jumeaux dans les duos de flammes jumelles bien sûr. Ce qui est d'autant mieux donc pour un retour à l'amour de soi qu'il a fait aussi en amont, ce chaser, et qui lui permet d'afficher tout cet amour inconditionnel, d'envoyer, de rayonner cet amour inconditionnel à la fois vers son runner, vers toute la sphère environnante, et de bien aussi veiller à continuer à être dans l'amour de soi, ce chaser, ce qui ne peut que aider le runner à lui aussi démarrer sa conscientisation de ce qui le bloque dans la vie, de ce qui n'est pas lui, de son faux self, et de se libérer enfin de tout ce faux personnage qui ne lui apporte pas le bonheur. Il s'en rend compte petit à petit quand il est lui aussi baigné dans cet amour, qu'il sent l'amour de l'autre en face, le chaser, et il sent bien la dissonance entre le rôle qu'il joue au niveau social, en étant adapté, aimable pour être aimé, et ce vrai amour, cet amour inconditionnel dans lequel lui il est aussi, et de plus en plus maintenant aussi pour un autre, chose qu'il n'avait jamais osé avant. En conclusion, tout simplement pour le redire encore, pour terminer sur ces quelques explorations de définition en psychologie, on sait très bien que pour revenir à soi et pour être dans l'amour de soi,
Il est intéressant puisque difficile par la voie de la thérapeutique psychologique, pour moi c'est plus long. L'analyse à un niveau psychologique me semble primordiale à faire en tout premier lieu, mais ensuite pour pouvoir être dans une solution rapide et efficace à sortir de ces masques de contrôlant et de son faux self pour l'un et pour l'autre, ce sont bien toutes les pratiques et thérapies corporelles qui permettent justement pour moi de retrouver cette conscience corporelle, et c'est pour moi la solution, la voie royale pour se défaire de cet ego mal construit qu'il y aurait chez l'un comme chez l'autre, se manifestant dans la façon dont c'est affiché de manière différente. Retrouver sa conscience corporelle, toutes les thérapies qui permettent de retrouver sa conscience corporelle. Comment faire donc pour, quand il n'y a pas eu conscientisation du côté du runner, pour qu'il démarre tout un cheminement, tout un processus vers des pratiques, des thérapies ou quoi que ce soit qui le remettent dans sa conscience corporelle. C'est bien là une clé encore de compréhension, une clé pour aller vers la solution, pour dénouer les séparations dans ce duo de flammes jumelles. Et j'en terminerai ici pour cette exploration courte où vos neurones n'ont peut-être pas trop surchauffé, je pense, ça a dû aller. Il n'y a pas eu de surcharge électrique en explorant ces quelques définitions et ce faux self chez le runner surtout. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour explorer la libération du runner, le réveil du runner et comment cela est possible au travers du chaser encore une fois. À très bientôt.